7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Charles Prats, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous connaissez pour votre lutte contre les fraudes sociales, on vous connaissez parce que vous êtes l'auteur notamment de deux livres du cartel des fraudes 1 et 2 aux éditions Ring. Et aujourd'hui, nous vous recevons en tant que candidat aux élections législatives dans la 6e circonscription de la Haute-Savoie sous la double bannière LRRN. Alors, première question, mais pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi être candidat ou pourquoi la double bannière ? Oh bah les deux. Non, mais d'abord, pourquoi êtes-vous candidat, Charles Prats ? Je suis candidat, j'étais déjà candidat dans ma circonscription, donc c'est la circonscription de Haute-Savoie, la circonscription du Mont-Blanc, Ouais. Cluses, Sallanches, Chamonix, Megève, Léger, chez moi, oui, chez moi, c'est la station de mon village. Donc j'étais déjà candidat en 2022 pour être député de ma circonscription. Et donc là, suite à la dissolution, évidemment, je suis à nouveau candidat pour être député, pour essayer de redresser la France, tout simplement. Cette année, j'ai rejoint, à la demande d'Éric Ciotti, le grand mouvement d'union nationale, d'union des droites, pour essayer enfin de faire revenir la France dans le droit chemin. Et donc, de créer cette union des droites, en l'espèce autour de Jordan Bardella, pour que Jordan Bardella puisse accéder à Matignon et que nous ayons une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ici, sur le terrain, moi, je réalise véritablement l'union des droites, puisque non seulement je suis investi par les Républicains d'Éric, je suis investi et soutenu par le Rassemblement national, mais je suis aussi explicitement soutenu par Reconquête et par Éric Zemmour, un des 5 candidats qui sont spécifiquement soutenus par Reconquête et par Zemmour, et aussi par le RPR, qui existe toujours et qui est à l'heure actuelle présidé par Franck Alizio. Voilà, donc moi j'ai réussi à réaliser l'union des droites et j'espère bien que nous allons la conduire à la victoire. Alors vous avez dit être soutenu effectivement par Reconquête, par Éric Zemmour. Est-ce que vous avez reçu le soutien également de Marion Maréchal ? On imagine que oui. Écoutez, je n'ai pas échangé avec Marion Maréchal, ça fait un bout de temps que je n'ai pas échangé avec elle. Bon. Mais bon, je t'avoue que j'ai pas trop le temps, je suis en circonscription. Là, je suis avec vous et avec les auditeurs de Radio Courtoisie et je file ensuite à Megève pour aller rencontrer les habitants de Megève sur le marché de Megève. Parce que j'allais vous demander justement, c'est une très courte campagne, il reste quoi, 10 jours, 9 jours ? La campagne non, mais il reste 7 jours puisque Même la pas ? campagne... Ah bah oui. Exact. Comment ça va se passer pour vous ? Là, vous allez donc vous rendre sur un marché, vous êtes quotidiennement sur le terrain, vous rencontrez les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent aussi ? Quels sont les retours d'ailleurs des habitants ? Est-ce qu'ils sont enthousiastes à l'idée de retourner voter ou pas ? Alors, pas spécialement enthousiaste à l'idée de retourner voter. Vous savez, les habitants, les gens, ils sont dans le quotidien, c'est-à-dire qu'ils sont dans le quotidien avec les problèmes de pouvoir d'achat, avec ici chez nous les problèmes de logement, les problèmes de pollution, parce qu'on a un sujet très spécifique dans la vallée de l'Arve. Ouais. Donc voilà, ils sont surtout sur leurs problématiques d'insécurité. Évidemment, tout le monde a été très choqué par ce qu'il s'est passé à Courbevoie, pour cette petite adolescente juive qui a été violée parce que juive. Et donc, mais ça ne fait que confirmer malheureusement l'étendue des dégâts et de la situation. Étant précisé qu'en plus ici en Haute-Savoie, on a un sujet avec l'islamisme qui monte. On le voit, les gens le voient. Il suffit qu'ils ouvrent les yeux sur le terrain. Vous savez, moi je suis né en Haute-Savoie. Quand j'étais petit, j'étais ici et j'ai vu donc du coup en 50 ans la différence. C'est-à-dire que moi, la Haute-Savoie que je vois aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'ai connue quand j'étais gamin. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous avez eu une pression migratoire très forte. Ici, on la voit, la montée de l'immigration et surtout de l'islam, de l'islam radical avec énormément de tchadors dans les rues et qui choque un peu légitimement la population, sachant que nous sommes dans une terre démocrate chrétienne, c'est une vieille terre catholique, la Haute-Savoie, avec une tradition de tolérance. C'est une terre de résistance. Vous savez, c'était vraiment un des bastions de la résistance catholique et non pas communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc nous sommes des gens tolérants, ouverts à l'extérieur, mais on peut aussi constater qu'il y a un souci. Tout le monde sait, alors ce n'est pas tellement dans la zone de ma circonscription, c'est un petit peu plus loin, c'est vers Annemasse. Tout le monde sait qu'il y a un vrai problème. Et d'ailleurs, les services de police, de sécurité, ont les yeux rivés. Vous savez, moi, j'étais magistrat avec la compétence antiterroriste quand j'étais magistrat. Les services de sécurité ont les yeux rivés sur la Haute-Savoie parce que
On sait qu'il y a des soucis. Et en plus, la proximité de la Suisse fait que c'est une terre où un certain nombre de personnes mal intentionnées aiment à se positionner parce qu'il y a la possibilité de faire un certain nombre de choses avec Genève de l'autre côté de la frontière à 5 minutes. C'est marrant, enfin, c'est pas marrant du tout. On a du mal à imaginer qu'il y ait un tel niveau d'insécurité en Haute-Savoie, peut-être parce qu'on est loin, parce qu'on est à Paris et qu'on n'arrive pas à imaginer ça. Mais alors, ça veut dire que ça fait partie des enjeux de votre circonscription. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux majeurs et quels sont vos adversaires, Charles Prats? Alors, les enjeux majeurs, ce sont des enjeux nationaux. Vous savez, nous sommes sur une élection législative. Donc, les enjeux majeurs, ce sont les mêmes qu'ailleurs en France, hein. Ce sont les enjeux d'immigration, je viens de vous en parler. Oui. Ce sont les enjeux d'insécurité, les enjeux de pouvoir d'achat. Parce que ici, même si dans ma circonscription, nous avons beaucoup d'industries, notamment dans la vallée de l'Arve, donc encore un tissu industriel très vivace avec des industries de pointe au niveau international, malgré tout, vous avez des enjeux d'emploi. Alors, il y a des enjeux spécifiques, justement, de pouvoir trouver des emplois, de pourvoir les emplois dans ces industries spécialisées. Un enjeu environnemental, je vous en ai parlé. Hmm. Puis la géographie de la circonscription montagneuse avec des vallées encaissées fait qu'elle est très très sensible à la pollution et notamment à un incinérateur qui est à Passy, à côté de Saint-Gervais-les-Bains, en allant vers Chamonix, qui pollue au sens propre du terme la vie des habitants, pour lequel je demandais déjà sa fermeture il y a 2 ans. Et où je compte bien l'obtenir en modifiant la loi. C'est un petit peu technique, mais en tant que député, par le biais d'un amendement au Code de l'environnement, on peut régler cette situation-là très très rapidement. Ça fait partie des enjeux et des propositions que je fais. On a des propositions sur le logement. C'est un des grands enjeux, c'est la possibilité pour les travailleurs de se loger à côté de leur travail et pour pas trop cher. Voilà, donc vous avez des enjeux très locaux, mais vous avez des enjeux spécifiques nationaux. Vous voyez, par exemple, sur l'insécurité, moi, ma proposition que j'ai faite déjà depuis un certain nombre de temps, hein, co-signée à l'époque, j'avais fait des tribunes avec l'ensemble des syndicats de police, puisque vous savez que je suis vice-président de l'association professionnelle des magistrats, et donc nous partons du principe qu'il faut au moins 100 000 places de prison en France, puisque en réalité, les gendarmes et les policiers font le travail, les magistrats, les tribunaux ne font pas, ils condamnent les délinquants, mais les délinquants ne vont pas en prison ou n'exécutent pas complètement les peines. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas la place de les loger en prison, tout simplement. On n'a pas les places dans les prisons. Donc, il faut monter très vite à 100 000 places de prison, ce qui nous mettra simplement à la moyenne européenne, hein, en termes de capacité carcérale, pour pouvoir enfin exécuter les peines. Et que les délinquants sachent qu'ils vont se faire prendre, ils vont se faire condamner, et puis ils vont aller au ballon. Et pas simplement un aménagement de peine, un bracelet, et qu'on leur tire les oreilles, merci, au revoir. Voilà. Et après, vous avez mon enjeu, vous connaissez, hein, je suis venu plusieurs fois en parler sur Oui. votre antenne, qui est l'enjeu du redressement des finances publiques. Je suis assez surpris et limite amusé de voir le procès qui nous est fait, qui est fait à Jordan Bardella par la Macronie en disant « Ouh là là, ils sont incompétents en matière d'économie ». Enfin, excusez-moi, mais qui est-ce qui laisse le pays avec plus de 3 000 milliards de dettes? Qui est-ce qui fait des déficits entre 150 et 200 milliards d'euros? Qui est-ce qui vient de se faire taper sur les doigts par la Commission européenne? La France a été mise sous procédure de déficit Alors, excessif. je vais me faire l'avocat du diable, Charles Prats, mais il peut y avoir plus incompétents que les incompétents. Ah là, à ce niveau-là, je crois que on a fini de creuser le sol, hein. Là, ça y est, on est arrivé à la terre. Non, mais objectivement, moi, mon député sortant, qui est d'ailleurs membre de la commission des finances et qui a soutenu tout ça. Enfin, c'est lui qui est comptable, hein, du bilan catastrophique d'Emmanuel Macron. On a un qui est surendetté, en déficit, et les gars, ils viennent nous donner des leçons, quoi. Ils viennent faire les cadors. C'est ce que je dis, hein, le Mozart de la finance, on l'attendait, mais en fait, on a eu le Beethoven de la dette, et puis alors là, la européenne, elle a noté les couacs. Le Beethoven de la dette, on retient. Charles Prats, si vous êtes élu, demain, vous serez à part en TRN dans un groupe LR ou l'inverse? Comment ça se passe une fois que vous êtes élu? Alors ça, écoutez, déjà, on va attendre d'être élu, et puis après, on va voir la suite, parce que je suis... alors, il y a des histoires des états-majors parisiens, etc. Moi, je suis sur le terrain, je suis en train de travailler pour la population, pour essayer d'être élu, pour après porter un petit peu tous ces projets qui me tiennent à cœur, et notamment, moi, je suis assez branché, vous le savez bien, sur la rigueur budgétaire et le redressement des finances publiques, porter les projets de lutte contre la fraude, notamment sociale et fiscale, hein, toutes ces histoires des millions d'assurés sociaux pris en charge alors qu'ils ne sont pas censés l'être, qu'ils ne sont pas censés être sur le territoire français, c'est
une des voies et moyens de redresser les comptes publics et de dégager les marges de manœuvre budgétaires. On parlait juste avant de sérieux économique. Ben voilà, il faut trouver les moyens de dégager les marges de manœuvre budgétaires pour redresser le pays. J'ai l'intention aussi de faire une grande revue des subventions publiques attribuées tant par l'État que par les collectivités territoriales à des tas d'associations qui, à mon avis, n'ont strictement plus rien à recevoir de l'État, hein, si on est logique. Donc là aussi, il y a quand même quelques petits milliards d'euros à aller chercher. Donc voilà, moi je suis vraiment là-dessus, en train de me concentrer sur ce travail-là. Les histoires de savoir, il y aura un groupe, deux groupes, trois groupes parlementaires, qui va aller où, etc. Dire ça, c'est de la tambouille qui viendra, le cas échéant, mi-juillet, quand le Parlement sera installé et qu'on verra ce qui se passe. Mais globalement, de ce que j'ai cru comprendre, on s'orienterait plutôt vers la constitution de groupes parlementaires. On verra bien. Hein. Oui. Ça, c'est pas très important, c'est pas ce qui intéresse les Français. Ce qui est important, c'est d'obtenir une majorité absolue pour pouvoir gouverner, éventuellement d'ailleurs pour contraindre Emmanuel Macron à la démission. Hein. Ça, c'est une hypothèse que vous envisagez ou pas? Moi, c'est une hypothèse que j'envisage effectivement, c'est que Emmanuel Macron soit contraint à la démission. Vous savez, avant les européennes, tout le monde disait mais non, il n'y aura pas de dissolution. Oui. Soir des européennes, bam, dissolution. Vous savez, si au soir du 7 juillet aux législatives, vous avez une majorité absolue de députés RN, LRRN et donc de députés d'opposition à Macron et qui se retrouvent avec un petit groupe parlementaire à la portion congrue de macronistes, on n'est pas à l'abri, ce serait d'ailleurs une heureuse conséquence, hein, si vous me passez l'expression, de voir Emmanuel Macron démissionner pour reparte en campagne pour une présidentielle. Et ce sera, à mon avis, la meilleure des choses qui arriverait pour le pays. Et donc ça, la décision appartient au président de la République. Hein. Mais voilà, on n'est pas. C'est une hypothèse qu'il faut envisager. Et j'aurais même tendance à dire que le bulletin de vote pour les candidats RN et de l'Union nationale et LRRN, donc le bulletin de vote pour nous, c'est le bulletin de vote pour, à un moment, avoir la chance de voir Macron démissionner et partir enfin. Et c'est un petit peu tranquille. Alors, autre décision qui appartient au président de la République, c'est le recours à l'article 16 de la Constitution. Alors, on en a parlé déjà à notre antenne. On a vraiment tous les avis parce que on peut penser à la fois que c'est une théorie un peu farfelue. On imagine assez mal ce recours, mais vu l'agenda politique, vu les circonstances à la fois du pays, géopolitique, etc. Est-ce qu'il est illusoire aussi de penser que Emmanuel Macron pourrait y avoir recours? Je rappelle que l'article 16 permet au président de la République d'avoir recours au plein pouvoir pendant un temps donné. Bah oui, l'article 16, c'est tout simplement la concentration dans les mains du seul président de la République des pouvoirs exécutifs et législatifs. Voilà. Le judiciaire qui ne ferait pas. Mais, en gros, c'est l'article 16, ce serait le rêve absolu de Kim Jong-un ou de Vladimir Poutine. Hein. Il faut savoir que constitutionnellement, c'est du ressort de la seule décision du président de la République sans contreseing, donc il peut prendre cette décision tout seul. Simplement, on est consulté, on a vu comment il a fait pour la dissolution, il passe un coup de fil au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, puis hop, il signe la décision sur l'article 16 et en avant roule les jeunesses. On dit avec un contrôle du Conseil constitutionnel, mais bon, on a bien vu ces derniers temps ce qu'il fallait attendre du contrôle du Conseil constitutionnel sur un certain nombre de décisions. Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que ce n'est pas du tout une hypothèse farfelue. Rappelez, je vous l'ai dit, tout le monde disait, mais non, il n'y aura pas de dissolution, n'importe quoi, bam, dissolution. Et là, les rumeurs ont commencé à sortir. Est-ce que c'est ballon d'essai ou pas? Je ne sais pas. À mon avis, je pense qu'on est surtout sur la préparation de l'après et que les autorités, les services de renseignement et le ministère de l'Intérieur sont en train de réfléchir à ce qui pourrait se passer le 7 juillet au soir et par la suite avec les Jeux Olympiques, etc. Parce que vous imaginez bien que nos islamo-gauchistes ne vont pas rester sans réaction dans la rue en cas de victoire des Patriotes et de l'Union nationale le 7 juillet au soir, ce que je souhaite. Et donc, on va avoir évidemment potentiellement des troubles. Et donc, ils ont posé certainement dans des réunions de préparation l'ensemble des hypothèses, et notamment des hypothèses de travail juridique, d'encadrement juridique. Donc, certainement, ont été mises sur la table chez le président de la République les hypothèses potentiellement d'état d'urgence, d'état de siège ou d'article 16, de plein pouvoir. Et je pense que la rumeur vient de là, et qu'un certain nombre de gens qui sont proches de l'Élysée, deux personnes que je ne citerai pas, mais que je vois très bien être à l'origine de tout ça, ont certainement dû dire aux journalistes, ah bah oui, on a parlé de l'article 16, ce qui fait partie des hypothèses effectivement envisageables et qu'un pouvoir responsable doit envisager, puisque c'est dans la palette des réponses institutionnelles en cas de crise.
sauf que ça ne correspondait pas du tout au type de crise qu'on vivrait. C'est-à-dire, si on a une crise sécuritaire parce qu'il y a des gugus qui ont décidé de se rebeller contre le vote démocratique des Français, on ne fait pas ça avec de l'article 16, on commence à faire du maintien de l'ordre et d'interpellation, etc., etc., et enfin un peu de fermeté. Et on ne rentre surtout pas dans ce qui provoquerait une crise politique majeure, c'est-à-dire l'activation des pleins pouvoirs à un président de la République totalement démonétisé et qui viendrait d'être sanctionné par les urnes. Parce que sinon, ça aurait tous les aspects politiques d'un coup d'État. Si c'était un président de la République légitime comme De Gaulle en 1961, il n'y aurait pas de souci. Là, le président de la République n'est plus véritablement légitime. Il vient de prendre une torgnole électorale aux européennes le 9 juin. Si le 7 juillet, il reprend une gifle supplémentaire électorale, voilà, j'ai tendance à dire que du coup, Emmanuel Macron est chrétien. Il a pris une baffe le 9 juin, il tend la joue après pour les législatives. C'est bien. C'est beau. Charles Prats, vous parliez effectivement de cette gauche montante et puis des répercussions surtout, en tout cas ces appels à l'insurrection qui auront certainement lieu en fait, après les résultats déjà du 30 juin, ensuite du 7 juillet. C'est le grand sport de la France insoumise. Le dernier sondage indique que le nouveau Front populaire se situe à 27% dans les sondages, juste après l'Union des droites, le Rassemblement national. Est-ce que vous êtes inquiet de cette montée et est-ce que ça chamboule un peu les pronostics aussi qu'on a évoqués depuis quelques jours, voire quelques semaines? On parle de majorité absolue ou presque pour le Rassemblement national. Là, est-ce que la montée du nouveau Front populaire peut impacter ces résultats, ces pronostics? On est dans une configuration d'élection au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Donc la constitution de 2 blocs, effectivement, va polariser les choses et donc vous allez avoir des duels, ce que je crois, beaucoup de duels entre l'Union nationale d'un côté, de la droite avec le Rassemblement national, les Républicains, d'Éric Ciotti, etc. Et là, éventuellement soutenu par Reconquête. Et de l'autre côté, vous allez avoir effectivement l'union de l'extrême gauche, le front d'extrême gauche, les islamo-gauchistes, etc., qui sont tous dans le même sac, où ils ont décidé de s'appeler Nouveau Front Populaire. Et donc ça va agréger effectivement les choses et ça va polariser. Et au milieu, la Macronie va se faire écrouiller. Et ça, je pense qu'on rentre dans cette configuration-là. Et on va avoir une grande clarification parce que au deuxième tour, les gens vont devoir choisir. Alors la Macronie va devoir choisir entre d'un côté l'alliance, l'union des droites, l'union nationale et la volonté d'avoir un gouvernement de redressement, et de l'autre côté soutenir les islamo-gauchistes. Voilà. Et comme je dis toujours, qu'est-ce que les gens vont choisir? Est-ce qu'ils préfèrent un gouvernement et un pays du type de l'Italie de Giorgia Meloni? Ça, ce sera voté. Ou est-ce qu'ils préfèrent le Venezuela d'Hugo Chavez et la dictature communiste? Ça, ce sera voté pour le nouveau Front populaire. Parce que j'attire l'attention quand même chez les auditeurs. Vous voulez savoir ce qui va se passer si la gauche passe, vous regardez le Venezuela. Et vous saurez ce à quoi il faut s'attendre. Et puis en plus, ils annoncent les choses. Vous voyez, on sait que ce sont des islamo-gauchistes, on sait que ce sont des immigrationnistes, on sait qu'ils veulent vider les prisons. Il y a des plans là-dessus. On sait qu'ils veulent remettre en liberté des délinquants, faire une espèce de numerus clausus dans les prisons, c'est-à-dire qu'au lieu de construire des places de prison, ils veulent les vider et remettre dans la nature les délinquants. On sait qu'ils veulent faire régulariser tous les immigrés sans papier et en faire rentrer encore plus. Pour l'instant, on a 500 000 étrangers qui rentrent chaque année sur le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va en avoir 1 million chaque année. Enfin, regardez ce qui est en train de se passer. Regardez les programmes. Et ce n'est pas les macronistes qui peuvent s'opposer à ça. C'est nous. Donc, à un moment donné, il faut regarder les choses, les poser, être lucide et se demander qui va défendre nos libertés le 7 juillet, qui est à même d'éviter qu'on est comme ça, qu'on tombe dans une soft dictature ou pas forcément soft de l'extrême gauche. Ils n'ont pas hésité à investir des furieux de la jeune garde, des antifas. Le NPA, donc la 4e internationale, les trotskistes font partie de ce nouveau Front populaire. Ces gens-là, il faut les voir agir dans la rue. C'est des grands manieurs de barre de fer. Ce sont les intolérants, les sectaires, et qui utilisent de la plus extrême violence. Voilà, on est face à ça. Et face à ça, il faudra que tout le monde prenne ses responsabilités
et le cas échéant, le 30 juin au soir, en vue du 7 juillet, qu'on constitue une grande union nationale et un grand front républicain et démocratique contre l'extrême gauche. Vous pensez que ça se fera, ça, réellement? Chacun prendra ses responsabilités. Hmm. Mais objectivement, moi je vois dans ma circonscription, hein, est-ce que vous pensez que les habitants de la 6e circonscription de Haute-Savoie vont préférer voter pour un ancien magistrat qui est du coin, qui est né ici, qui est quelqu'un qui a toujours été gaulliste, RPR, puis UMP, LR, UDI, voilà, qui est quelqu'un en réalité de très modéré et de compétent, ou de voter pour quelqu'un qui va pousser la politique de Jean-Luc Mélenchon, d'Olivier Besancenot ou des Antifas. Voilà, au choix. Je ne suis pas sûr que les habitants de Haute-Savoie, et d'ailleurs, mais en tout cas de Haute-Savoie, veuillent voter pour l'extrême gauche, histoire qui veut leur prendre leurs biens, leur argent, qui veut les surtaxer et accessoirement leur faire fermer leur gueule s'ils ne sont pas dans la doxa, quitte à ce qu'ils les envoient au goulag. Voilà, c'est un peu. Bon. Charles Prêtre, en face. Comment? Ni rouge ni mort. Charles Prêtre, en face de vous, parmi vos adversaires ou concurrents, Vous avez là. j'ai presque la ref, mais je veux bien que vous la donniez à nos auditeurs, à la rigueur. Bon. Charles Prêtre, en face de vous, dans votre circonscription, il me semble que vous avez un candidat LR, non? Alors, il y a un candidat LR. De mes informations, de ce que les LR m'ont dit à Paris, il n'est pas adhérent. Ah oui, d'accord. Il a le logo Les Républicains. Vous savez que chez LR, ils ont un petit contentieux en ce moment entre le président des Républicains et ceux qui le suivent, hein, et je crois de façon la majorité des adhérents, et les caciques du parti et qui tiennent la Commission nationale d'investiture. Et donc, effectivement, il y a un candidat qui est conseiller municipal à Saint-Gervais de mémoire et qui se présente sous l'étiquette LR. Bon, et voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu démocratique, puisque moi, contrairement à l'extrême gauche, je suis démocrate et je suis pour que tout le monde puisse se présenter aux élections. Donc, nous verrons bien. Mais ce n'est pas mon adversaire, hein, et j'escompte bien qu'au deuxième tour, ces électeurs se reporteront sur moi pour faire barrage soit aux représentants d'Emmanuel Macron, soit à l'extrême gauche. Cette dissidence au sein des Républicains, on l'a suivi évidemment, est-ce que ça marque aussi la fin du parti ou pas? Parce qu'Éric Ciotti donc, est légitimement le président du parti, il n'empêche qu'en face, un bureau politique s'est constitué, ça vaut ce que ça vaut, ils sont quand même assez nombreux et ils feront tout, de toute évidence, pour évincer Éric Ciotti au moment venu. En même temps, il représente, je crois, 50% quand même des électeurs, des militants des Républicains. Est-ce qu'après législative, est-ce qu'à la rentrée, les Républicains signeront leur arrêt de mort ou pas? Et ça, je n'en sais rien. Vous savez que je ne suis plus membre des Républicains. J'ai Oui. été parti pendant de nombreuses années en tant que vice-président de l'UNI. Que je suis toujours ça par contre. Donc maintenant, ce sera la tambouille des Républicains. Mais bon, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il y aura la constitution de 2 groupes parlementaires dans un premier temps, et peut-être très vite la réunification du groupe parlementaire pour que tout ça rentre dans un gouvernement d'union nationale avec Jordan Bardella. Donc vous savez, il faut attendre, c'est toujours pareil, il faut attendre d'être au résultat, et on verra le 7-8 juillet ce que ça donne, combien il y a de députés sur chaque option politique qui a été prise, puis c'est plus une option politique. Hein. Nous avons pris l'option de l'Union nationale. Un certain nombre de parlementaires sortant LR ont pris l'option de partir tout seul, voire même de se compromettre avec la Macronie pour un certain nombre d'entre eux. Bon, écoutez, on verra la suite des événements, étant précisé que je pense qu'il faut que les électeurs mettent le dernier clou au cercueil de cette Macronie. Et pour ça, il faut voter pour nous, pour les candidats de l'Union nationale. Ce qui permettra de clarifier effectivement derrière les choses et d'être de nouveau dans un retour de clivage droite-gauche et patriote contre islamo-gauchiste. Dernière question, Charles Prats. Jordan Bardella à Matignon, ce n'est pas un peu prématuré? Écoutez, c'est pas prématuré. Les gens peuvent dire ah oui parce que peut-être qu'il est trop jeune, etc. Moi, je l'ai croisé, hein, Jordan Bardella, je l'ai rencontré, j'ai discuté un certain nombre de fois avec lui. C'est un garçon assez impressionnant, intellectuellement structuré et très sympathique. Voilà, est très accessible et c'est à mon avis ce qui fait son succès. C'est que c'est un Français comme tous les Français et qui ne prend pas les gens de haut.
Et donc ça correspond aussi à ce que la population attend aujourd'hui. Et comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet par le fait de nommer Jordan Bardella Premier ministre. Vous savez, Matignon, c'est une grande machine. Vous avez le Premier ministre, mais vous avez ses collaborateurs, vous avez le directeur de cabinet, le directeur de cabinet adjoint, les membres du cabinet, les services, le secrétariat général du gouvernement. Les gens n'imaginent pas la complexité du système administratif et gouvernemental français. C'est un système dans lequel moi j'ai pris toute ma part à une certaine époque, hein, en tant que magistrat à Bercy, et où je participais à ce travail gouvernemental dans le cadre des services dans lequel je travaillais, en lien direct avec les cabinets des ministres. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est un système français qu'on a hérité depuis, qui s'est construit petit à petit depuis Richelieu principalement, avec Napoléon qui a quand même bien développé tout ça. Et ce système administratif français a permis à la France de survivre à toutes les péripéties historiques, à tous les régimes, à toutes les guerres, etc. Donc Jordan Bardella arrivera à Matignon. En tant que Premier ministre, il impulsera, il dirigera la politique de la nation. Et derrière, vous avez des services. Alors, il y aura des ministres, hein, mais vous avez des services qui sont là pour travailler et qui vont mettre en musique tout ça. Donc, ça tournera sans aucun problème. Sans aucun problème. Vous avez par exemple mon ami Hervé Fabre-Brespi, qui est candidat aussi à RN dans les Bouches-du-Rhône. Hervé était l'ancien collaborateur très proche de François Fillon à Matignon. Moi, j'ai connu Hervé en 86 comme conseiller de Charles Pasqua sur le découpage électoral, ministère de l'Intérieur, etc. Donc, vous avez des tas de profils comme ça qui sont là, qui ont eu cette expérience du fonctionnement de la haute fonction publique et de l'administration. Ça va tourner sans aucun problème. C'est-à-dire que le procès qui est fait à toute l'équipe autour de Jordan Bardella et à toute l'Union nationale est un mauvais procès. Et en fait, c'est surtout la marque de la PIC qui s'est emparée de la Macronie, parce que évidemment, ce qui va se passer le 7 juillet au soir, c'est que eux, par contre, ils vont être remerciés. Et pas spécialement envie d'être remerciés, tous ces gens-là, tous ces ministres, ces députés, ces collaborateurs un peu compromis dans la politique macroniste, ils ont pas envie de se prendre un coup de pied aux fesses. Mais je crois que les Français sont plutôt dans l'état d'esprit de leur mettre ce coup de pied aux fesses. Charles Prats, on arrive au terme de cet entretien. Alors, je viens juste de recevoir un message de quelqu'un que vous connaissez bien, Benjamin Cauchy, qui vous adresse tous ses vœux de réussite. Bonjour Benjamin. Voilà, le message est passé. Benjamin Cauchy qui nous écoute. Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes candidat dans la 6e circonscription de la Haute-Savoie sous la double bannière. Comment ? Si je peux préciser, Maude, oui. Parce qu'il y a beaucoup qui posent des questions, je le vois sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Twitter, et qui s'étonnent que je ne tweete plus depuis le 9 juin au soir. C'est exact. Il y a des gens etc. En fait, je ne tweete plus parce que comme j'ai un compte certifié, alors qui était certifié depuis 2016, vous savez, avec les nouvelles règles, il faut aller à l'abonnement, etc., pour garder la certification. La commission des comptes de campagne considère que c'est de la publicité, c'est interdit, et donc pour être dans les clous, ceinture, bretelle, parapluie, comme on dit, je n'utilise plus mon compte Twitter depuis le 9 juin, je le réutiliserai le 7 juillet au soir. Mais donc, si je suis silencieux sur Twitter, alors je continue à parler sur Facebook ou sur Instagram, mais si je suis silencieux sur Twitter, enfin X maintenant, comme on dit, c'est tout simplement pour respecter scrupuleusement les règles légales qui nous sont imposées par la commission des comptes de campagne. J'ai cru comprendre qu'il y a plein de gens qui n'ont rien à faire de respecter les règles, les magistrats. J'ai une tendance à respecter la loi, ouais, donc voilà. Donc c'est pour ça que je ne peux pas passer le message pour que les gens ne soient pas surpris. Vous avez bien raison. Merci beaucoup Charles Prats. À très bientôt sur notre antenne. Bon courage pour cette très très courte campagne. On vous suivra évidemment, puis on suivra scrupuleusement les résultats. À bientôt Charles Prats.